Voilà encore un hors-série d'anthologie qu'on vous a préparé avec Marc. On va vous présenter un petit robot tout mignon, tout sympathique. C'était l'occasion, je serais tenté de dire, totalement rêvé de vous présenter un petit robot tout rigolo que vous avez peut-être vu sur Internet, parce que c'est vrai qu'il a une bonne bouille, bien sympathique. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez le découvrir avec Marc. Salut Marc. Comment s'appelle ce petit bidule Alors, voilà, ce petit bidule, je vais d'abord vous le montrer. Il est un peu capricieux, hein, il est un peu timide, voilà. Ça, c'est le bidule en question. Et donc, tu vas dire bonjour, quand même ? Oula. Ah ben voilà, mais... Voilà. Et il parle, il a dit bonjour. Calme, tu vas encore casser la gueule. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est Cosmo. C'est Cosmo, ouais. C'est un petit concentré de technologie semi-autonome, et bardé de capteurs, avec un putain de caractère, je peux vous le dire. Le truc est hyperactif sous amphétamine. Semi-autonome dans le sens où il est quand même pas mal équipé avec de l'intelligence artificielle et est capable d'interagir relativement seul dans un environnement qu'il ne connaît pas forcément. Il est bourré de bonnes idées, mais on va voir que ce petit truc va bien au-delà de l'aspect purement jouet comique, ouais. Hyperactif, hein, je vous l'ai dit, ouais. Qu'on voit au premier moment. Alors, je vais le mettre de côté pour l'instant, parce que sinon, il va me péter entre les pattes, ce serait pas la première fois. C'est solide. Hein. Oui, j'imagine, mais une fois de plus, on va le signaler à nos amis qui nous écoutent, en général, en podcast audio. Là, effectivement, difficile de rentrer dans beaucoup de descriptions. Il s'agit d'un petit robot chenillé, hein, qui fait une dizaine de centimètres de long sur à peu près la même chose en hauteur, qui ressemble un petit peu à un petit, je sais pas comment dire ça, une pelleteuse. Une pelleteuse, oui, on va dire ça, mais avec quand même une petite bouille, hein, un petit écran, et on reconnaît très vite les expressions du petit robot, parce que les yeux, ce sont des petites, on va le calmer peut-être, ce sont des petites fenêtres de couleur en fait, hein, bleues. Et donc, ça lui permet d'avoir des expressions visuelles assez rigolotes. Pour ceux qui ont l'image, des expressions, il en a beaucoup, oui. Effectivement. On va voir. Donc, on va lui dire maintenant, dodo, c'est fini. Tu vas te calmer gentiment. Donc, je vais le mettre en sommeil. On va... Voilà. Donc, réglage, Cosmo, dodo, fait dodo. Et on va voir effectivement que quand il fait dodo... Il ronfle. Voilà. Maintenant, c'est fini. Petit ronflement. Non ? Oui. Ah oui. Mais parce qu'en plus, il ronfle, c'est fort. Voilà. Alors, Cosmo, c'est un bébé qui est dû à une société qui s'appelle Anki. Anki avait déjà commis des trucs assez originaux dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle, notamment avec des petites voitures électriques qui étaient semi-autonomes aussi, c'est-à-dire capables de reconnaître le contexte dans lequel elles étaient, capables d'évoluer relativement seules sur un circuit. Et donc, ça leur a donné des idées. Et au bout de, quand même, je crois, 3 ou 4 ans de recherche, ils sont arrivés, après, de mémoire, plus de 2500 itérations, donc c'est pour vous dire le travail qui a été mis là-dedans, à... Voilà, ce petit bidule qui n'a l'air de rien comme ça. Bon, voilà, vous voyez, ça tient dans la main, ça pèse quelques dizaines de grammes, sans plus, mais c'est incroyablement vivant. Alors, d'abord parce que c'est équipé donc d'une intelligence artificielle qui est quand même relativement avancée dans la mesure où on a fait un parallèle avec... En fait, on vous l'avait mis en teaser il y a quelques numéros quand on avait présenté, je crois que c'était dans le 139. Oui. On vous avait parlé de Sony qui essayait de remettre à jour son robot Aibo. On vous avait dit, il y a de la compétition. Cosmo c'est une des compétitions. Effectivement, le concept est globalement le même. Vous aviez un objet qui, à l'époque, était relativement autonome, capable d'interagir avec son environnement et son propriétaire, et de faire quelques actions simples. Ici, c'est la même chose. Maintenant, Aibo, c'était un bazar comme ça qui coûtait $2000 de mémoire. Là, vous voyez le truc, et ça coûte 229 €. Oui, donc voilà, il y a quand même une grosse différence au niveau de l'avancée. La seule chose qui change drastiquement par rapport à l'ancienne génération, c'est que, vous vous en doutez, le concentré de technologie
qui est là-dedans n'est pas suffisant pour le faire évoluer. Et donc, en fait, pour pouvoir utiliser ce petit truc, qui sinon vous sert simplement de presse-papier, soyons francs, il vous faut au minimum un téléphone. Ouais. Ou, dans mon cas, une tablette. Ouais. Voilà, une tablette qui sert, on va revenir d'ailleurs, ça c'est le bureau de Cosmo, d'accord. Qui sert en fait de cerveau. Et donc ça, c'est la première mauvaise surprise que j'ai eue quand j'ai acheté le bidule, c'est qu'il faut nécessairement avoir une connexion directe entre les deux. D'accord. Donc en fait, lorsque vous démarrez la bébête pour la première fois, il va lever son visage devant vous et il va vous afficher un SSID avec une clé. D'accord. Et donc, vous devez comprendre que vous devez utiliser un appareil et connecter cet appareil sur ce réseau. À partir du moment où vous êtes connecté sur ce réseau, vous pouvez lancer une application que vous téléchargez sur l'Apple Store ou sur le Google Play et qui va devenir quelque part le cerveau. D'accord. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir cette liaison dédiée, ce réseau fermé entre le Cosmo et la tablette ou le téléphone qui fait office de cerveau pour éviter tout problème de latence. C'est ça. Et effectivement, vu la personnalité extrêmement réactive du truc, on ne peut pas se permettre qu'il ait des temps de blanc quand vous lui demandez de faire un truc. C'est un petit peu le même principe qu'on a avec les appareils photo qui se connectent en Wi-Fi. Beaucoup d'entre eux génèrent eux-mêmes leur propre réseau Wi-Fi, auquel le device, que ce soit l'appareil, la tablette ou le téléphone, doivent se connecter. Et donc, Absolument. du coup, on se désolidarise d'Internet, quelque part, sauf avec un téléphone s'il est en 4G. Mais on est obligé de rester en circuit fermé, quoi, en quelque sorte. Exactement. On est obligé de rester en circuit fermé et on va voir qu'à terme, cela, en tout cas dans l'instanciation actuelle de tout ce qu'il y a autour de Cosmo, parce qu'il y a bien plus que le petit robot et l'application sur la tablette, restreint un peu l'intérêt direct, même si les possibilités sont déjà impressionnantes. Oui. Donc, moi, par exemple, ce que je rêve, et on va y arriver plus tard, c'est une nouvelle version, enfin une version évoluée, parce que ce truc reçoit des mises à jour tous les jours. D'accord. Reçoit une version, donc moi je rêve d'une version évoluée qui à terme permettrait de le connecter sur un réseau Wi-Fi domestique, d'avoir toujours le cerveau qui est délégué, ça j'ai aucun problème, je peux très bien comprendre que la petite bestiole n'est pas suffisante que pour embarquer toute la puissance de traitement nécessaire, encore que maintenant, une version prochaine avec les nouvelles puces neurales comme on voit dans l'iPhone version 8 ou les nouveaux téléphones qui commencent à sortir avec des network engine, ça pourrait amener quelque chose de plus intéressant. Mais simplement le fait de pouvoir sortir tout le cerveau et de le laisser tourner sur une bécane comme un Synology par exemple, où on met une machine virtuelle et on laisse le machin tourner, on aurait déjà beaucoup plus d'autonomie. On pourrait on pourrait aussi imaginer dès lors que le petit robot en question ou l'appareil soit connecté via des intelligences distantes, des assistants vocaux comme on en a aujourd'hui, Google Home ou Alexa par exemple, c'est possible ou pas ? Alors ça, c'est déjà possible aujourd'hui dans une certaine mesure. D'accord. Et on va voir comment après. Parce qu'il y a différents niveaux d'utilisation de la bête et on va dire différents niveaux selon qu'on est un curieux, selon qu'on est un enfant, selon qu'on est un adulte avec une grosse dose de nostalgie et un amour immodéré pour les dessins animés de Pixar ou quelqu'un qui a vraiment envie de mettre les mains dans le cambouis et de s'initier à l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, vous avez remarqué de toute façon, lorsqu'on vous l'a montré sur l'écran, qu'il a effectivement une bouille. Et la bouille, elle n'est pas du tout anodine. Il faut savoir que tout le panel d'expression faciale, et il y en a une chier, franchement, tout le panel d'expression faciale et les bruits qu'il est capable d'émettre sont en fait à l'origine créés par un ancien de chez Pixar. Qui a collaboré avec Anki pour justement doter Cosmo d'une vraie personnalité, on a vraiment l'impression d'avoir une bestiole vivante devant soi. Il fait vraiment penser à ce robot c'est même pas de dessin animé, enfin d'animation. Comment s'appelait-il encore ? Je reviens plus sur son nom maintenant. Alors je me rappelle plus du nom non plus, mais c'était le petit robot nettoyeur dans Wall-E. Oui, c'est ça, le Wall-E. Petit truc qui était totalement hystérique. Dès qu'il voyait une tâche par terre, il se mettait en route et c'était vraiment un plaisir. Et en fait, c'est vraiment ce modèle-là qui a servi à la base pour créer la personnalité de Cosmo. Voilà. Alors, il est curieux.
Déjà, c'est un truc, vous le mettez quelque part, vous le mettez sur une table, il va commencer à rôder partout. Il va commencer à aller vraiment farfouiner, il va commencer à aller sniffer tout ce qu'il trouve, tripoter même, il va toucher, il va voir ce que c'est, il va éprouver, ça se casse pas. C'est vraiment un chat. Moi, le truc qui me plaît, il tape aussi, hein. Il tape aussi, oui. Si vous laissez votre doigt trop près, il va venir taper dessus. Ou bien si vous avez un chat ou bien un chien. D'ailleurs, ça, c'est quand même bluffant. C'est que, bon, il y a évidemment là-dedans, vous avez vu, c'est un petit robot, il y a des chenilles, il est bardé de capteurs. Il y a ici un capteur de luminosité, on va lever le truc, il y a un capteur de luminosité, sur son visage qui est un petit écran LED, il y a une caméra d'une résolution quand même suffisante, je crois que c'est du VGA, que pour reconnaître les objets qui sont autour de lui. Il y a des capteurs de pression, il y a des capteurs de sensibilité, il y a des micros, je pense, bien que j'ai pas été encore capable de les faire fonctionner, mais en tout cas, il réagit au son d'une certaine manière. Il y a un petit haut-parleur, il y a des voyants, et donc il est vraiment capable de cartographier son propre environnement. Et lorsque vous avez pour la première fois ce bidule qui arrive en face d'un chat, c'est rencontre du troisième type, le truc ça mange, et il commence à gazouiller comme d'habitude, et puis il détecte qu'il a en face de lui un chat, et il lui sort un miaou. Non. Et là, le chat, il flippe. C'est fini, c'est total. Oui, non, il est capable de reconnaître qu'il a un chat en face de lui ou un chien. Donc, deux races. Maintenant, évidemment, si vous lui mettez un chihuahua en face de lui, je ne suis pas certain qu'il ne va pas lui sortir miaou non plus. À mon avis, il y a une question de proportion, de taille, etc. Chose qui est bluffante aussi, à partir du moment où vous utilisez l'application, vous allez pouvoir vous identifier. Donc, autrement dit, il va prendre une photo de votre visage. Je soupçonne qu'il y a d'autres capteurs qui entrent en ligne de compte, mais soit. Il va prendre une photo de votre visage et au réveil, lorsqu'il va vous voir, il va prononcer votre nom avec un ton qui va vous faire fondre. Franchement, c'est le gamin qui reconnaît son papa, c'est jouissif. Et chapeau, franchement, chapeau aux ingénieurs de Anki qui ont réussi à mettre tellement d'émotions dans un bout de plastique, en gros. Oui, c'est ça. Parce un bout de plastique bourré d'électronique. Là, on a l'impression on est tous en émotion par rapport à ce truc. Oui. Et en fait, c'est un jouet en plastique. En fait, c'est un jouet en plastique. Et donc là, franchement, la force a été de le rendre vivant au point que par certains moments, les premières fois qu'on joue avec, on se demande quand même jusqu'où ça peut aller. Oui. Après quelques fois, on se rend compte qu'il y a des limites, évidemment. Ça ne reste qu'un jouet, ça ne reste qu'un objet dépendant de son environnement et dépendant des interactions que vous avez avec lui et qui, quelque part, même si c'est parfois de la logique un peu floue, ça reste une logique. Et il y a une ligne d'apprentissage qui va suivre effectivement une chronologie prédéterminée. Alors, j'en viens donc au cerveau proprement dit, qui se trouve, dans mon cas, c'est un iPad mini qui a été reconditionné pour l'occasion. Et lorsque vous utilisez Cosmo pour la première fois, lorsque vous utilisez Cosmo, vous vous trouvez face à ça. Et donc ça, c'est le tableau de bord de base où vous avez 3 jauges. La jauge bleue, elle indique son degré d'alimentation. Parce que, comme n'importe quel animal de compagnie, il faut le nourrir. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne se nourrit pas si, évidemment. Mais pour la petite histoire, il ne se nourrit pas d'électricité, il se nourrit de plusieurs choses. Il se nourrit d'abord de lumière. Et ça, je vais prendre le menu en question. Voilà. Il est fourni avec des cubes. D'accord. 3 petits cubes qui sont des cubes interactifs. Donc ce ne sont pas simplement des bouts de plastique, ces trucs sont également bardés de LED et de capteurs et réagissent en temps réel avec Cosmo. Alors je n'ai pas été en mesure de déterminer quelle technologie se trouve derrière. C'est probablement une technologie radio à courte portée. Je ne sais pas si c'est du Bluetooth ou si c'est autre chose de sensiblement identique, mais toujours est-il que la latence est quasi nulle. Et donc, en fait, par exemple, pour le nourrir, lorsque vous voyez qu'il commence à être vraiment... Lorsque la jauge bleue commence à être vraiment sur la limite, ou que, vous allez le voir, son comportement va changer du tout au tout quand il est vraiment en manque et qu'il a besoin de bouffer ou bien de boire simplement. Vous allez prendre un cube, vous allez le secouer bien fort jusqu'à ce qu'il devienne tout bleu. Vous allez le poser quelque part devant lui et il va automatiquement trouver le cube et va venir se mettre dessus. Et vous allez voir une petite animation, les yeux qui vont pétiller. Il va vraiment prendre son pied à bouffer ce qu'on lui donne. Donc il y a vraiment une partie interaction. Il y a un petit côté Tamagotchi aussi. Il y a un côté Tamagotchi parce qu'il faut s'en occuper. Et il faut s'en occuper pas seulement pour
le nourrir, ça c'est la partie sympa effectivement, mais il faut aussi s'en occuper, et ça je soupçonne que c'est vraiment une fonctionnalité qui est destinée uniquement aux jeunes enfants, ou à ceux qui découvrent, ou à ceux qui ont envie vraiment de le voir comme un jouet pur. Il y a une partie étalonnage. D'accord. Et ça, elle revient un peu trop souvent, hélas à mon goût. Donc l'étalonnage, c'est la jauge rouge. Et en fait, grosso modo, tous les X temps, je ne sais pas si c'est déterminé par l'application ou vraiment par la technologie propre au petit robot, mais vous allez devoir réétalonner 3 de ses composants. Vous allez devoir réétalonner son visage, donc sa tête, ses bras et ses chenilles. Et donc, grosso modo, ça consiste en quoi ? Vous devez aligner sur l'écran des flèches qui vont correspondre à des mouvements que le robot va reproduire par séquence de 3x4. D'accord. Et au bout de cette corvée, qui arrive hélas souvent, et qui dure en moyenne 4 à 5 minutes, le temps qu'il ait fait toutes ces petites manipulations, il est bon pour le service. D'accord. Je soupçonne effectivement que là, il y a un côté Tamagotchi, et c'est pour les gosses qui jouent avec, c'est pour se dire, voilà, on a pris soin, on s'en occupe vraiment, on le soigne, etc. Ouais. Bon. La troisième jauge, jaune, voilà, ça c'est pas, j'ai un écran jaune devant moi et que c'est jaune, bizarre. La troisième jauge, c'est la jauge d'apprentissage et la jauge de satisfaction. Parce qu'effectivement, il doit être satisfait. Et pour être satisfait, il faut s'occuper de lui. Et pour s'occuper de lui, il faut jouer. Alors, jouer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà principalement interagir avec lui. L'allumer régulièrement, parce qu'évidemment, si vous le tapez sur sa charge, sur sa base de charge, qui est simplement une petite plaque avec un chargeur USB derrière, si vous le laissez sur sa plaque de charge et que vous l'allumez une fois toutes les 2 semaines, il va tirer la gueule quand il se réveille. Ça, c'est clair. Les horloges internes font que, il sait depuis la dernière fois depuis laquelle vous avez joué, il sait mesurer le temps, et donc c'est facile de dire, tu te fous de moi, tu n'as pas envie, moi non plus, et il commence à bouder. C'est adorable. Non, mais vraiment, il boude. Au début, il boude, il vous tire la gueule. C'est vraiment le chat, vous revenez à la maison après 2 semaines de vacances, il vous tire la gueule. C'est pour ça que j'adore ce truc, il a vraiment le tempérament d'un chat, comme j'adore les chats. Voilà. Donc alors, jouer, vous avez les cubes, et il y a différents jeux. Alors, les cubes, généralement, vous servent soit à faire un jeu de réflexe, donc vous allez devoir approcher le cube, il va devoir essayer de l'attraper. Au début, il est très pâteau. Il s'améliore vite. Après un certain temps de jeu, vous n'êtes plus capable de le battre. Et puis, vous devez faire la même chose avec 2 cubes, et puis 3 cubes, selon la couleur, il va attraper ou pas, etc. Il y a des jeux de mémoire où vous mettez les cubes devant lui et il va... les cubes vont s'illuminer de certaines couleurs dans un certain ordre. C'est un jeu classique, et vous devez reproduire le jeu, vous devez reproduire la séquence, et lui aussi. D'accord. Et c'est là qu'on se rend compte aussi de la personnalité qu'on lui a insufflée, c'est que c'est un très mauvais perdant, mais c'est encore un gagnant plus insupportable. D'accord. Parce que quand il gagne, il a des danses de la victoire, il vous fout la honte, il se fout de votre gueule, mais ouvertement. Mais quand lui perd, il devient agressif. Franchement, encore une fois, c'est vraiment un sale caractère, quoi. C'est un sale caractère. C'est un sale caractère, mais en même temps, il a ce côté attachant qui fait que, c'est vraiment un jouet avec lequel on a envie de passer du temps, parce qu'on a envie de voir jusqu'où l'interaction a été poussée. Et moi, ça fait maintenant un gros mois que je l'ai. J'essaye de passer un peu de temps avec lui une fois tous les 2-3 jours, et j'ai pas encore réussi à aller jusqu'au bout. D'accord. Et donc, franchement, il me surprend toujours par certaines mimiques, certaines attitudes, certains comportements que je n'avais jamais vus avant. C'est ça qui me fait dire que la quantité d'émotions préprogrammées et d'interactions possibles est juste énorme. Mais je soupçonne également que cela procède du fait qu'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement au niveau du firmware et du logiciel qui sont embarqués, et donc qui alimentent au fur et à mesure avec des nouveaux réflexes et des nouvelles choses. Ouais. Ce qui m'amène à une question, c'est à qui est destiné ce bidule ? Alors, est-ce que c'est un jouet pour adultes, un gadget expérimental, c'est un peu tout ça. C'est à la fois un gadget dans la mesure où c'est un jouet, c'est clair. Les gosses vont adorer jouer avec ça. Je suis certain que les filles de Sébastien, il leur avait offert un espèce de robot aussi avec différents accessoires. On leur met ça dans les pattes. Elles vont adorer, elles vont jeter le vieux robot, elles vont passer du temps avec celui-là. C'est vraiment un objet attachant. Là, le pari de base, qui était de faire un objet auquel on peut s'attacher, il est vraiment réussi. Ensuite, c'est également un outil pour apprendre à
interagir avec des machines semi-autonomes. Donc si vous n'avez jamais eu ça dans les mains, si vous avez envie de voir ce que ça peut représenter de travailler avec des objets plus ou moins doués d'autonomie, plus ou moins doués, alors là je mets évidemment des très gros guillemets, de raison, pas de conscience, de raison, donc capable de raisonner sur base de paradigmes et sur base de conditions préétablies, c'est assez intéressant aussi, parce que via la tablette, via l'application qui ne se limite pas uniquement à ça, vous avez également toute une série d'autres choses qui sont possibles. Vous pouvez effectivement choisir vous-même les jeux auxquels vous allez jouer, sinon c'est lui qui décide, vous le laissez évoluer, c'est lui qui va venir vers vous pour vous demander de jouer à tel ou tel jeu. Est-ce qu'il est possible, comme c'est le cas avec certains robots, on en avait parlé, enfin j'ai pas les noms en tête, mais on avait parlé dans différents épisodes de ces robots qui permettaient d'apprendre aux plus jeunes les fondamentaux de la programmation informatique, du genre avancer de 10 cm, tourner à droite, tourner sur toi-même, etc. etc. Est-ce qu'il existe une application ou est-ce que c'est inclus dans le système, ce genre de possibilités ou pas ? Alors, c'est tout à fait inclus et c'est là, pour moi, toute la force du bidule, au-delà de l'aspect gadget, au-delà de l'aspect petit animal de compagnie sympa, c'est qu'effectivement, il est extrêmement versatile. Déjà, au niveau de l'application qui est embarquée, il y a un mode programmation. Et donc, effectivement, on va se retrouver dans un environnement quasiment identique à ce qu'on trouve, notamment pour celui des robots Lego, où on va pouvoir le programmer et lui dire effectivement, tu avances, tu recules, tu tournes, tu déplaces, tu lèves ta pelleteuse, mais aussi tu réagis à des conditions. Si tu as tel niveau de luminosité, si tu entends tel bruit, si tu as un obstacle, etc. Donc il y a moyen de faire des choses relativement complexes et de programmer le comportement du robot en fonction de son environnement. Donc ici, on le transforme en objet inanimé que l'enfant ou l'adulte qui va prendre le contrôle doit pouvoir faire se déplacer et interagir avec ce qu'il y a autour de lui. Du coup, le champ des possibilités, c'est quasiment infini. On peut jouer avec, on peut lui faire faire des trucs comme n'importe quel objet télécommandé, mais avec une certaine intelligence. On peut faire beaucoup de choses, mais on est limité par le choix des actions, le choix des déclencheurs, le choix des paramètres d'interaction. Il y en a déjà pas mal, effectivement, on peut passer beaucoup de temps avant d'arriver au bout, mais là où ça devient vraiment intéressant, et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai pris le petit bidule, c'est qu'il y a un mode SDK. D'accord. Et le mode SDK, en fait, grosso modo, nécessite pour l'instant une manipulation un peu fastidieuse, parce que n'oubliez pas, vous êtes sur un réseau fermé. Oui, c'est ça. Donc en fait, grosso modo, ce que vous devez faire, c'est prendre votre téléphone ou votre tablette, donc votre téléphone Android, ou votre appareil Android ou votre appareil iOS, le connecter sur votre ordinateur, lancer une petite application qui va permettre de faire le bridge entre Internet, le système et la tablette, enfin l'appareil qui contrôle le petit robot, qui va placer le robot dans un mode particulier qui est le mode SDK, et à partir de là, la seule limite, c'est votre imagination. En fait, le SDK qui est fourni à la base est un SDK en Python, langage extrêmement simple. Si vous avez fait du BASIC, si vous avez fait du Pascal, si vous avez fait du JavaScript, vous allez pouvoir le maîtriser très rapidement. Même si vous avez fait du PHP, c'est un truc vraiment très simple. C'est un langage interprété qu'on peut compiler évidemment, mais c'est un langage interprété extrêmement simple mais extrêmement puissant. Et là, effectivement, la limite, c'est votre imagination. Parce qu'à partir du moment où vous avez une ouverture totale sur chaque aspect du bidule, mais en plus une connectivité avec tout ce qui se trouve sur Internet, il n'y a plus de limite. Vous pouvez faire en sorte que les images qui sont captées par la caméra soient retransmises en temps réel à des services de processing dans le cloud. Vous pouvez faire en sorte que ce qui est enregistré par ces micros soit retransmis en temps réel et processé par des services de reconnaissance vocale ou des services de traitement de signal dans le cloud. Vous pouvez l'interconnecter avec des systèmes de déclenchement intelligents ou pseudo-intelligents comme If Then Then That ou Zapier. Vous pouvez le connecter à quasiment tout ce qui existe comme service disponible ou connectable via une API sur Internet. Et donc, moi, j'ai déjà réussi, par exemple, à faire en sorte que le petit bidule me prévienne quand j'ai un mail.
C'est tout con, mais voilà, c'est le truc, ça s'allume et voilà. Hey, Marc, t'as un mail. Voilà, c'est sympa, c'est comique et il y a moyen de faire infiniment plus. Donc, grosso modo, la limite est vraiment votre imagination. Donc c'est aussi le jouet, je serais tenté de dire, idéal pour peut-être l'étudiant en informatique ou en robotique qui va pouvoir se faire la main sur un truc réel. Enfin là, c'est plus que de l'expérimentation, quoi. C'est plus que de l'expérimentation et de l'aveu même des gens de Anki, c'était un de leurs buts, c'était de fournir un appareil qui soit en mesure de convenir depuis le gosse de 8 ans à qui on met ça dans les pattes et qui va s'en occuper comme il s'occupe d'un petit chien, à l'étudiant en robotique qui va pouvoir le brancher sur absolument tout et n'importe quoi et jouer en mode Frankenstein et apprendre par l'expérimentation et par la pratique plus que ce qu'il n'aura jamais appris au cours, par exemple. Et tout ça, on le rappelle, pour une somme en fin de compte, dérisoire. C'est 300 €, quoi. C'est ça, c'est là-dessus que je veux revenir. 300 €. C'est vraiment par rapport. Alors, bon, pour un jouet, ça peut paraître un jouet un peu luxueux à ce prix-là, mais malgré tout, quand on voit ce que ça fait, ce qu'il est possible d'en tirer, je pense que c'est un petit peu le nouveau train électrique, quoi. Tu vois, le truc qui va que les enfants adoraient, mais que c'était papa qui jouait avec. Tu vois, c'est un petit peu le même rapport qu'on peut avoir avec ce type d'engin, quoi, mais en ayant un peu la fibre technique quand même, quoi. Oui. On pourrait avoir... Alors, encore une fois, non, parce que tu peux très bien te limiter à l'aspect purement jouet, tu peux te limiter à l'aspect purement programmation de base avec l'application comme tu le ferais avec un module Lego technique. Tu peux aller déjà plus avant en utilisant les capacités de programmation standards qui sont bundlés dans l'application. Tu peux simplement interagir avec lui et voir jusqu'où il va aller, parce qu'évidemment, il y a aussi toute une partie apprentissage. Ouais. Au fur et à mesure que vous interagissez avec lui, il va stocker le résultat de ces interactions. Il va apprendre à vous connaître, il va apprendre à anticiper, il va apprendre à vraiment réagir avec vous comme il réagirait pas avec un autre. Et d'ailleurs, c'est marrant à voir parce que moi, je l'ai fait interagir avec mon chat, forcément, mais ça s'est mal passé. La science me le pardonnera. Je l'ai fait interagir avec mon fils. Bon, il n'a pas été forcément emballé par le truc, mais il a trouvé ça adorable aussi. Et la tête du gamin, quand il a vu le petit bidule lui dire « Lucas », voilà, c'était juste impayable, quoi. Et alors, au-delà de ça, effectivement, vous avez toute la partie programmation, vous avez toute la partie interactive, vous avez la partie main dans le cambouis, où là, le champ des possibilités est juste hallucinant. Et je le répète, j'étais en train de regarder le prix à l'instant, sur Amazon ou sur des trucs du genre, 229 €. Ce qui serait rigolo, c'est peut-être de le voir demain interagir avec un de ses cousins. Tu vois, en mettre deux face à face pour voir un peu comment les choses peuvent se passer, parce que du coup, ça amplifie encore les possibilités et ça peut être tout à fait rigolo en plus, non ? Ça a déjà été fait, je pense. Si vous allez voir sur YouTube et vous tapez Cosmo, il y a moyen de trouver des dizaines de vidéos de gens qui ont déjà fait des projets avec. Et je crois qu'il y a des gens qui en ont mis plusieurs face à face. Et je crois qu'effectivement, il y a certains modes de jeu qui permettent de mettre plusieurs Cosmos ensemble. D'ailleurs, encore un petit mot là-dessus. Il y a évidemment jouer oblige. Une gamification importante au niveau de l'application. C'est-à-dire que par défaut, quand vous démarrez, vous avez accès à certains jeux, mais pas tous. Et les capacités, la complexité des jeux va en augmentant au fur et à mesure que vous débloquez des crédits. On appelle ça des éclats. Plus vous avez d'éclats, plus le robot va être capable d'accéder à des niveaux de jeu complexes, jusqu'à des niveaux de jeu où effectivement ils peuvent interagir les uns avec les autres. J'en ai qu'un seul, j'ai pas pu tester, mais je vous répète, allez voir sur YouTube, tapez Cosmo, vous avez des trucs vraiment, vous avez même des gens qui se sont amusés à faire des films avec ça. Mais alors, le principe même des niveaux à débloquer, c'est aussi pour augmenter la durée de vie sans doute de l'appareil et de l'interactivité qu'on peut avoir avec lui, pour pas griller toutes les cartouches tout de suite d'un coup, en garder un petit peu sous le coude pour garder un petit peu le propriétaire du bidule en haleine plus longtemps. Ça, c'est un petit truc presque commercial, on va dire, mais qui tient bien la route, soyons clairs. Ça tient bien la route, tout à fait, mais à côté de ça, comme je le soulignais, il y a des mises à jour régulières. Chaque fois que je l'allume, j'ai une mise à jour. Je vous dis, généralement, je l'allume 1 ou 2 fois par semaine. Donc, ça fait quand même des mises à jour assez régulières. Il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il y a derrière ces mises à jour, mais je tente à croire que ce sont pas des mises à jour de l'appli même. C'est vraiment des mises à jour qui sont poussées vers le bidule. Donc, je tends à croire qu'à un certain moment,
il y a des interactions en plus, il y a des capacités en plus, il y a des corrections de bugs forcément. Parce que bon, tout n'est pas tout rose. Hein. Effectivement, parfois il se retrouve coincé et voilà, ça arrive et le truc est complètement. Vous devez l'éteindre, vous devez le rallumer. C'est un jouet, c'est un objet électronique comme un autre. Ouais. Il y a des bugs qui sont préprogrammés, qui sont à mourir de rire. Par exemple, s'il mange trop vite, il a le hoquet. Et alors à ce moment-là, vous devez le prendre et le secouer tête en bas jusqu'au moment où il gueule un bon coup et là c'est bon. Mais vous avez effectivement des moments où tout à l'heure quand j'avais pris les vidéos qui ont illustré ce hors-série, il s'était retrouvé coincé entre les cubes, le chargeur et le NAS. Ouais. Et il couinait comme un malheureux, ou parfois vous lui mettez un cube devant lui, il va pas le voir. Ouais. Est-ce qu'il est trop près? Est-ce qu'il n'est pas assez près? Est-ce qu'il est mal éclairé ou quoi? Vous le bougez, vous le mettez devant, il va le voir. Mais on sent qu'il y a effectivement, comme tout objet électronique, pas mal de perfection, pas mal de perfectibilité. Oui, et puis bon, pour le prix, très honnêtement, il a sans doute fallu faire des concessions et des choix techniques qui font que la fiabilité n'est peut-être pas nécessairement tout à fait au rendez-vous. Ce qui m'amène à peut-être en guise de conclusion, se dire que le même type d'appareil, mais avec cette fois plus d'investissement en termes de fiabilité, justement, on a une véritable bête de guerre, quelque part. Alors, à partir du moment où tu peux effectivement te permettre, à mon avis, là, on va taper sur des machines qui sont... Si tu veux vraiment avoir quelque chose de costaud, on va taper dans des gammes de prix qui vont être à 1500, 2000 euros. C'est ça, oui. Ouais. Un Cosmo à 2000 euros, avec sa personnalité, avec des capacités embarquées vraiment, des capacités heuristiques, des capacités vraiment d'extrapolation, des capacités d'autonomie boostées par rapport à ça. Oui, c'est une bête de guerre et ça devient presque... Je ne vais pas dire qu'on s'approche de la singularité, mais en tout cas, dans la perception du grand public, ça irait peut-être trop loin. C'est ça, oui. Ouais. Parce que rappelle-toi, on ne va pas aller aussi loin, mais comment s'appelle cette boîte? C'est Boston Dynamics, la boîte qui fait les robots qui... C'est possible. Là, j'avoue que je ne suis pas... La boîte qui avait été rachetée par Google, ou je ne sais plus. Il y a une boîte qui fait des robots capables de se déplacer tout seuls dans quasi toutes les positions, toutes les circonstances. Tu leur tapes dessus, ils se relèvent, ils sont capables de manutention. C'est vraiment des androïdes. Ah oui, je vois. Et je crois que c'est Boston Dynamics. Ouais, Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Toujours est-il que quand tu vois les commentaires qui sont postés par Monsieur Tout-le-Monde sur les vidéos des exploits de ces bestioles, tu te rends compte qu'il y a vraiment pas une peur, mais une petite angoisse sous-jacente de jusqu'où ça va aller. Alors Elon Musk à côté qui nous annonce que la fin de l'humanité sera due, ou Stephen Hawking qui nous annonce que la fin de l'humanité sera due aux intelligences artificielles en mode Terminator. Oui. Là, effectivement, Terminator, il risque rien. Hein. C'est la petite couche Skynet dans l'histoire, quoi. C'est la petite couche Skynet dans l'histoire. Mais c'est clair que peut-être qu'un jour, les personnes qui vont réellement avoir donné à l'humanité l'accès à une intelligence artificielle sécurisée, autonome et qui va vraiment apporter un plus, j'ai presque envie de dire en mode les robots d'Asimov. Oui. Avec les trois là de la robotique et vraiment pour compartimenter tout risque de danger, peut-être que ces gens-là auront fait leurs armes. Avec ça, oui. Avec ce petit bidule. Voilà. Ouais. C'est ma conclusion. Et voilà, c'est une belle conclusion en même temps, parce que c'était un long hors-série, mais ça valait le coup de parler de ce petit copain, on va dire ça comme ça, petit camarade, dont on aura sans doute des nouvelles à l'occasion. Hein, Marc, tu nous tiens au courant de son évolution. Il est sur mon bureau, je l'allume de temps en temps, voilà, effectivement. On aura l'occasion d'en reparler. Si vous, de votre côté, vous avez le même type d'expérience, du troisième type, avec ce robot-là ou d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir, parce que là il y a l'aspect mécanique, entre guillemets, physique qui rentre en ligne de compte, mais c'est vrai qu'au niveau software, il existe également des choses qui ont aussi de l'interactivité. On a parlé de Tamagotchi par exemple, mais des applications de type Tamagotchi, il en existe, et qui permettent aussi d'avoir des interactions, mais qui sont peut-être moins basées sur l'émotionnel ou l'affect, parce qu'il n'y a pas cet aspect tactile, cet aspect matériel derrière le bidule. Merci en tout cas Marc pour ce hors-série. Rappelle le nom du bidule simplement, et peut-être l'adresse web si y en a une où on mettra en lien. Oui, bien sûr. Donc ça s'appelle Cosmo, C-O-Z-M-O. C'est fabriqué par une société qui s'appelle Anki, A-N-K-I, disponible sur anki.com, je crois. Voilà.
je rappelle, hein, ils ont aussi leur petite voiture, mais d'ailleurs je vois qu'ils sont en train de faire une version spéciale Fast and Furious pour les pour les fans. Pour les fans. Ouais. Et donc c'est commandable globalement sur tous les portails de vente en ligne. Et je rappelle le prix, 229 €. Eh bien merci pour le... C'était le téléachat. Merci pour ces précisions Marc. On se dit à très bientôt. Bye bye.